À 6h15, heure locale, un groupe de 15 drones ukrainiens a traversé le golfe de Finlande en direction de Louga, le plus grand port balte de la Russie. Une zone si lourdement défendue que les Russes la qualifiaient d'intouchable. Après avoir parcouru 960 km durant la nuit, les moteurs en surchauffe, les jauges de carburant frôlant le vide. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'une patrouille russe surgisse du brouillard matinal. Le chef de la formation a soudainement viré brutalement vers la droite alors que des balles traçantes jaillissaient d'en bas. Le patrouilleur russe les avait repérés. Sa mitrailleuse de 14,5 mm tirait en balayant leur trajectoire de vol. Les balles passaient entre deux drones, assez près pour que des pilotes aient pu sentir les ondes de pression. Mais ceux-ci n'avaient pas de pilotes, juste des opérateurs surveillant des flux satellites granuleux depuis des bunkers près de Kiev. 3 missiles furent à chance lancés depuis le patrouilleur. Des missiles Igla-S, conçus pour les hélicoptères, tiraient désormais désespérément sur des ombres dans la lumière de l'aube. Les drones se dispersèrent comme des étourneaux effrayés. Certains montèrent, d'autres plongèrent à la hauteur des vagues. Un missile perdit complètement le verrouillage, partant en spirale dans la Baltique. Un autre explosa inoffensivement entre les cibles, sa fusée de proximité déclenchée par le vide. Le troisième trouva sa marque, transformant le drone Beaver de queue en une brève boule de feu qui s'éparpilla sur l'eau. 14 survivants se regroupèrent et continuèrent vers Louga, désormais à seulement 40 km de vent. C'est alors que la batterie S-400 les illumina. Le radar du S-400 les suivait depuis des minutes, mais ne se révélait que maintenant, passant du mode recherche au mode ciblage. Ce n'étaient pas des drones commerciaux, c'étaient des Beaver UJ-26, des armes construites sur mesure, capables de ne faire qu'une bouchée des missiles solaires russes les plus avancés et d'en redemander. L'opérateur radar russe était sur le point d'apprendre pourquoi son système de défense aérienne à 1 trillion de roubles craignait ses drones à 35 000 $. Dès que les Beavers furent à portée, le S-400 commença à les peindre avec son énergie radar. Le S-400 fonctionne en tirant un faisceau radar concentré à 3 GHz, mesurant comment le signal rebondit. Imaginez cela comme un sonar, mais avec des ondes radio au lieu du son. Le problème est que ces Beavers étaient le fait de fibres de verre et de matériaux en fibre de carbone qui ne reflètent que 10% de l'énergie radar par rapport aux avions en métal. À 40 km, ils paraissent plus petits que des mouettes sur l'écran. L'opérateur ne pouvait pas obtenir un verrouillage solide. Alors, il tenta quelque chose d'ingénieux. Suivre via le tir de missile d'abord. Utiliser le propre chercheur du missile pour relayer de meilleures données de ciblage à la batterie. 2 missiles 48 NCDM jaillirent de leur lanceur, chacun valant 2 millions de $, conçus pour détruire des avions de chasse à 100 millions de $. Mais c'est là que la physique devint l'allié de l'Ukraine. Les drones plongèrent immédiatement à 10 mètres au-dessus des vagues de la Baltique. Les missiles tentèrent de suivre, plongeant à 70 degrés, mais leurs ailerons de contrôle fonctionnent comme des ailes d'avion. Ils ont besoin d'un flux d'air pour se diriger. À cet angle abrupt, les ailerons décrochèrent, envoyant les 2 missiles s'écraser dans l'eau. L'équipage du S-400 changea de tactique, lançant des missiles 9M96-2 équipés de propulseurs gazodynamiques, de minuscules moteurs fusées qui tirent latéralement, permettant des virages à 90 degrés, même sans flux d'air. Ces missiles étaient différents. Ils pouvaient encaisser 60 G, virer sur place et pourchasser des cibles jusqu'à la hauteur des vagues. Le Beaver de tête tenta de s'échapper, virant fort à gauche, mais le missile calcula le point d'interception et s'ajusta. 3 secondes avant impact. 2 secondes, l'ogive explosa, envoyant 200 fragments de tungstène dans les airs. Le drone se désintégra en confetti de fibres de carbone. Un second missile trouva une autre cible, mais les débris créèrent un problème inattendu. 13 retours radars devinrent des centaines, alors que l'épave se dispersait dans le ciel, masquant les survivants. Les 13 drones restants se dispersèrent comme un groupe de lapins évitant un faucon. Certains montèrent, certains plongèrent, certains allèrent à gauche, d'autres à droite, mais les défenseurs aériens russes avaient déjà vu cela lors de rencontres précédentes. Ils avaient déjà positionné 4 systèmes Pantsir dans des champs de tir se chevauchant, créant ce qu'ils appelaient une boîte. Peu importe la direction prise par les drones, ils entraient dans la zone d'engagement de quelqu'un. Les Pantsir étaient spécifiquement conçus pour cette menace, combinant des missiles pour la longue portée
et des canons pour la défense rapprochée. Pensez à eux comme aux gardiens de but au football, la dernière ligne quand tout le reste échoue. Chaque Pantsir utilise une philosophie d'engagement différente de celle du S-400. Au lieu de tirer plusieurs missiles à la fois, ils utilisent la méthode tirer, regarder, tirer. Tirer un missile, voir s'il touche, ajuster, tirer à nouveau. Cela maximise la précision contre des cibles en manœuvre. Le premier Pantsir verrouilla ses drones volant en formation, lançant un missile 57-6 sur le leader. Les drones exécutèrent immédiatement une manœuvre de roue de charrette, tournant en spirale autour d'un point central commun, tout en maintenant leur élan vers l'avant. Imaginez des cavaliers sur un carrousel qui avance également. L'angle d'aspect changeant constamment dérouta le système de navigation proportionnelle du missile, qui prédit où intercepter basé sur un mouvement de cible constant. Le tireur du Pantsir passa à ses canons bitubes de 30 mm, capables de tirer 5000 coups par minute. Au lieu d'essayer de suivre des drones individuels, il créa une zone de saturation, remplissant un cube d'espace aérien avec tellement de plomb que tout ce qui passerait au travers serait touché. 4 drones entrèrent dans cette zone. 2 émergèrent de l'autre côté. Les mathématiques étaient brutales mais simples. 9 drones restants. Presque une douzaine de missiles russes et des centaines d'obus de canons dépensés. Et ils n'avaient même pas encore atteint le port. Pendant ce temps, des voyants d'alarme s'illuminaient dans le centre de commandement de l'oblast de Leningrad, montrant des batailles similaires en cours à Orsk, Briansk et Rostov. 14 autres groupes de drones attaquaient simultanément à travers la Russie occidentale. Chaque batterie de défense aérienne était engagée. Il n'y aurait pas de renfort. Les Russes ici étaient eux seuls, mais les drones l'étaient aussi. Les drones survivants pressèrent trop vers leur cible, sachant que la partie la plus dure était encore devant. Le véhicule de guerre électronique Krasukha 4 que vous voyez ici ressemble à un conteneur d'expédition sur roue. Mais à l'intérieur se trouvaient 20 millions de dollars d'équipement de brouillage. Alors que les 9 drones survivants approchèrent de Louga, le système s'activa, inondant le spectre électromagnétique d'interférence. Le Krasukha fonctionne en saturant les fréquences radio avec du bruit. Imaginez essayer d'avoir une conversation téléphonique pendant que quelqu'un hurle de la friture dans un mégaphone près de votre oreille. Il balaya de 1,2 à 5,8 GHz, chassant les fréquences de contrôle reliant les drones à leurs opérateurs à 1000 km de là, en Ukraine. Les opérateurs de guerre électronique russes utilisèrent une technique appelée balayage et maintien, scannant rapidement le spectre pour trouver des signaux actifs, puis concentrant toute la puissance de brouillage sur ces fréquences spécifiques. En quelques secondes, ils identifièrent des transmissions à 2,4 GHz. Le Krasukha concentra son faisceau de 20 watts, créant un mur de bruit électromagnétique. Mais les Beavers n'utilisèrent pas une simple télécommande. Ils utilisaient le saut de fréquence, bondissant entre 128 canaux différents par seconde selon un modèle pseudo-aléatoire. Pensez-y comme changer constamment de numéro de téléphone en pleine conversation avec une seule personne connaissant la séquence à l'avance. En théorie, cela devrait être impossible à brouiller. Mais les Russes avaient autre chose qu'ils pouvaient essayer. Les Russes ripostèrent avec un brouillage de barrage, inondant tout le spectre indépendamment de la fréquence spécifique. Le concept en théorie est simple. Si vous ne pouvez pas trouver l'aiguille dans la botte de foin, mettez le feu à toute la botte de foin. Cela aurait dû couper complètement le lien de contrôle, mais les drones continuèrent de voler. Ils étaient sans passer en mode autonome utilisant la correspondance de relief de terrain, comparant les lectures de l'altimètre radar aux cartes topographiques préchargées. Chaque colline, chaque bâtiment, chaque pont avait été cartographié et programmé. Les drones savaient exactement où ils étaient, sans aucun signal externe. Mais l'autonomie créa ses propres problèmes. 3 drones volèrent directement dans une grue de construction qui n'existait pas quand leur carte fort en programmée 6 mois auparavant. La tour de métal apparut soudainement dans le brouillard, trop tard pour l'éviter. Les impacts furent instantanés. La fibre de carbone contre l'acier ne finit jamais bien pour le drone. 6 survivants continuèrent, mais leur batterie affichait 18% restant. Les calculs devinrent critiques. Assez de puissance pour atteindre la cible, mais aucune pour des manœuvres évasives en chemin. Ils n'avaient qu'une seule chance. Pendant ce temps,
Le commandant de la batterie S-400 faisait face à une décision impossible. Ces missiles restants coûtaient 2 millions de dollars chacun, conçus pour détruire des avions valant 100 fois cela. Les drones attaquant son secteur coûtaient 35 000 dollars chacun. Même s'ils détruisaient chacun d'entre eux, la Russie perdrait financièrement. Ce n'était pas la guerre, c'était de l'économie avec des explosifs. Le commandant ordonna à ses hommes de passer au canon anti-aérien Zu-23. Ces canons bitubes de 23 mm dataient des années 1960, mais les munitions ne coûtent que 3 dollars la livre. Et de plus, être touché par l'un d'eux avait le même effet. Le problème était que ces vieux canons nécessitaient un ciblage optique. Quelqu'un devait voir la cible pour tirer dessus. Les drones volaient à 150 km/h, exécutant des tonneaux aléatoires toutes les 2 à 4 secondes. L'ordinateur de visée avait besoin de 3 secondes de vol stable pour calculer une solution de tir. Il ne l'obtint jamais. Les tireurs eurent recours aux tactiques de la Seconde Guerre mondiale, remplissant le ciel de balles traçantes et espérant que quelque chose touche. Une rafale chanceuse attrapa un drone en plein tonneau, déchirant son fuselage en fibre de verre. 5 drones restants. Le port de Louga juste 8 km devant. Mais voilà le truc avec la vraie guerre. Parfois, les armes fabriquées par l'homme ne sont pas la seule chose dont vous devez vous soucier. Alors que les drones se rapprochèrent du port, la température montante fit s'élever le brouillard qui était resté bas sur le pont. Le brouillard qui les avait sauvés plus tôt revenait maintenant avec une vengeance. Il transforma bientôt le champ de bataille en un labyrinthe fantomatique où des capteurs à 1 million de dollars devinrent inutiles. Le brouillard réduisit la visibilité à 30 mètres. Les Russes ne pouvaient pas voir les drones. Les drones ne pouvaient pas voir le port. Tout le monde volait et se battait à l'aveugle maintenant. L'imageur thermique du Pantsir, conçu pour détecter la chaleur à travers la fumée et l'obscurité, pouvait normalement repérer un avion à 5 km. Mais le brouillard disperse le rayonnement infrarouge, tout comme il disperse la lumière visible. La portée de détection chuta à 200 mètres. Les défenseurs passèrent à la saturation de zone, tirant à l'aveugle sur les approches qu'ils calculaient que les drones devaient utiliser. Ils créaient des murs de plomb à des coordonnées GPS spécifiques, pariant que les drones voleraient à travers. 5 drones ukrainiens descendirent à 3 mètres au-dessus des eaux de la Baltique, leurs altimètres radars émettant constamment pour éviter de s'écraser dans les vagues. Les embruns salés recouvraient-ils leurs lentilles de caméra, transformant tout flux vidéo en un flou inutile. Les opérateurs en Ukraine, regardant via les liaisons de données satellites, ne voyaient que de la friture grise. Ils volaient sur les seules coordonnées GPS, faisant confiance aux mathématiques pour les guider à travers les cieux troubles vers le complexe gazier de Louga. Frustrés par le manque de touches, les Russes activèrent leur système d'usurpation GPS, diffusant de faux signaux de position depuis de puissants émetteurs. Cette technique fonctionne en submergeant les faibles signaux satellites avec de faux signaux plus forts, faisant croire aux récepteurs GPS qu'ils sont ailleurs totalement. Imaginez la navigation de votre voiture vous disant soudainement que vous conduisez dans une autre ville. 2 drones suivant des coordonnées usurpées virèrent brusquement à droite et volèrent directement dans l'eau. L'éclaboussure fut invisible dans le brouillard. Juste de brefs retours radars qui disparurent. 3 drones restent, leur système de navigation inertielle de secours les gardant sur le cap malgré les mensonges du GPS. Les forces de sécurité du port armées de missiles tirés à l'épaule, IGLA-S attendait sur les toits et les tours. Le chercheur de l'IGLA utilise un détecteur refroidi à l'azote qui voit la chaleur à des longueurs d'onde entre 3 et 5 microns. Les yeux humains voient à 4 à 7 microns. L'IGLA voit plus profondément dans l'infrarouge, détectant des différences de température aussi petites qu'un demi-degré. Mais le minuscule moteur de 20 chevaux du Beaver ne tournait qu'à 40 degrés au-dessus de la température ambiante. Contre le brouillard chaud de la Baltique, il était presque invisible. Les troupes tirèrent des coups d'embuscade, attendant d'entendre les drones passer au-dessus, puis tirant par derrière là où la chaleur de l'échappement était la plus forte. Un missile trouva sa marque, la fusée de proximité détonnant à 5 mètres d'un drone. Les éclats déchirèrent la peau composite et les câbles de commande. Le drone partit en spirale vers un parc de réservoirs de stockage. 2 survivants pressèrent le pas, tissant entre des réservoirs de pétrole de 40 mètres de haut. Un hélicoptère Mi-8 tonnait au-dessus.
les mitrailleurs de porte tirant avec des mitrailleuses PKM sur des ombres dans le brouillard. Le pilote de l'hélicoptère essaya d'utiliser le souffle du rotor pour souffler les drones dans les obstacles. Des vents de 60 km/h qui pourraient tôt les fracasser contre les murs des réservoirs. Mais le souffle dégagea aussi des zones de brouillard, améliorant temporairement les caméras des drones. Ainsi, pour de brefs instants, les opérateurs purent revoir leur cible, le complexe de traitement cryogénique massif de vent. Les systèmes de sécurité automatiques de l'installation détectèrent des aéronefs non commandés en approche. Les algorithmes d'évaluation des menaces, habituellement conçus pour prévenir les collisions accidentelles d'avions, déclenchèrent les protocoles d'urgence. Des sirènes d'avertissement hurlèrent à travers le complexe. La ventilation d'urgence commença, relâchant des milliers de mètres cubes de méthane et d'éthane pour prévenir une surpression catastrophique si les réservoirs étaient percés. Le nuage invisible de gaz inflammable s'étendit à travers l'installation, attendant n'importe quelle étincelle pour le transformer en un explosif carburant air massif. Les défenseurs avaient par inadvertance créé les conditions parfaites pour une destruction maximale. Des camions canons à eau foncèrent vers les points d'interception, leurs opérateurs essayant d'abattre les drones avec des jets à haute pression. Ce n'étaient aussi pas vos pistolets à eau de jardin, mais de l'équipement industriel capable de percer des murs en bois à 50 mètres. Un drone vola directement dans une colonne d'eau, la pression cassant son hélice comme une brindille. Il tomba sur le béton. Ogive intacte, mais inoffensive. Le dernier Beaver ajusta son cap, sa caméra thermique se verrouillant enfin sur la signature inratable du processeur cryogénique. Moins 163 degrés Celsius, plus froid que toute autre chose dans le port. L'opérateur passa en contrôle manuel via une liaison satellite Iridium, acceptant le délai de 2 secondes qui rendait le vol précis presque impossible à cette distance. Le drone avait 12% de batterie restante, assez pour peut-être 90 secondes de vol. Il traça un chemin sinueux à travers le labyrinthe de tuyaux et de tours. Chaque virage brûlant une puissance précieuse. Les forces de sécurité tirèrent au fusil et au fusil de chasse au son de son moteur, les balles faisant des étincelles sur l'infrastructure métallique. Une grappe de plomb fracassa la caméra, laissant l'opérateur voler sur la dernière position connue et à l'estime. 10 secondes avant impact, 5 secondes. Le niveau de batterie atteignit le critique. Les moteurs commençant à perdre de la puissance, mais l'élan le porterait sur la distance finale. Le dernier drone Beaver lutta à travers le labyrinthe tridimensionnel de la raffinerie composé de tuyaux, de tours et de passerelles. Son récepteur GPS civil, précis à 5 mètres dans un bon jour, montrait des erreurs de position de 30 mètres dues à l'interférence par trajets multiples. Les signaux rebondissant sur les structures métalliques créaient de fausses lectures ainsi que l'usurpation GPS qui devenait plus forte. L'opérateur en Ukraine regardant via une connexion satellite Iridium de 2 kilobits ne voyait qu'une télémétrie de base. Altitude 3 mètres, vitesse 40 km/h, batterie 8%. Relèvement cible 285 degrés. Pas de vidéo, pas de radar, juste des nombres se mettant à jour toutes les 2 secondes alors que le drone volait vers ses coordonnées programmées. Le décalage de contrôle de 2 secondes rendait la précision impossible. Quand l'opérateur commandait gauche, le drone avait déjà parcouru 20 mètres avant de recevoir le signal. Il devait voler par prédiction, imaginant où le drone serait, pas où il était. Comme jouer à un jeu vidéo où l'écran montre ce qui s'est passé il y a 2 secondes. À travers la friture, il aperçut des bribes depuis la caméra défaillante, une tour cylindrique massive, des tuyaux enveloppés dans une isolation argentée, des panneaux d'avertissement en cyrillique, l'unité de fractionnement cryogénique, le cœur du complexe où le condensat de gaz était séparé en composants précieux. Les équipes de sécurité déployèrent leur défense de dernier recours. Plus de canons à eau montés sur des camions. Un canon suivit le son du drone, son opérateur menant la cible comme un chasseur tirant des pigeons d'argile. Le jet d'eau attrapa la queue du Beaver, le faisant tourner violemment. Le gyroscope du drone lutta pour stabiliser, les moteurs hurlant à la puissance maximale, drainant les dernières réserves. Avertissement batterie 5%. L'opérateur savait qu'il n'avait qu'une chance. Il poussa le nez vers le bas, convertissant l'altitude en vitesse, plongeant vers la base de la cible. La ventilation d'urgence avait créé un nuage invisible de méthane mélangé à de l'éthane et du propane. Un mélange de carburant parfait attendant l'ignition.
L'ogive de 20 kg du drone contenait des charges améliorées à la thermite, de la poudre d'aluminium et de l'oxyde de fer qui brûle à 2500 degrés Celsius. La thermite ne peut pas être éteinte avec de l'eau ou de la mousse. Une fois qu'elle commence, elle brûle jusqu'à ce que le carburant soit consommé. Assez chaud pour fondre l'acier en quelques secondes. L'ogive était réglée pour une détonation à l'impact, un simple déclencheur mécanique qui n'avait besoin d'aucune électronique. 3 secondes avant impact. La batterie mourut complètement, les moteurs s'arrêtant instantanément. Mais la physique prit le relais. 40 kg de drone voyageant à 15 mètres par seconde transportent un élan substantiel. Il plana les derniers 50 mètres dans un silence étrange. Un projectile balistique suivant les lois de Newton. Les forces de sécurité retinrent leur souffle, espérant qu'il manquerait, tomberait trop court, toucherait quelque chose de non critique. Le drone frappa la base de la colonne de fractionnement exactement là où l'opérateur avait visé, se froissant contre l'acier avec un craquement métallique. Pendant un battement de cœur, rien ne se passa. Puis, la thermite s'enflamma. L'explosion initiale fut petite, juste une fusée éclairante blanche et chaude qui brûla à travers le mur d'acier de la colonne en 2 secondes. Du métal surchauffé fut pulvérisé dans le vaisseau sous pression, vaporisant instantanément les hydrocarbures liquides. Le pic de pression rompit les tuyaux adjacents, relâchant plus de gaz inflammable. Puis, le nuage ventilé s'enflamma. L'explosion carburant-air s'étendit à 3000 mètres par seconde, une onde de surpression écrasante qui fracassa chaque fenêtre dans un rayon d'1 kilomètre. La boule de feu s'éleva à 200 mètres, orange brillant contre le brouillard matinal. Mais ce n'était que le début. L'installation subit un BLEVE, explosion de vapeur de liquide en ébullition. Quand le gaz liquide sous pression se dépressurise soudainement, il s'étend 600 fois en volume, créant une force explosive dévastatrice. Chaque vaisseau rompu provoqua la défaillance des vaisseaux adjacents. Une cascade de destruction qui consuma le complexe entier en quelques minutes. Le processeur cryogénique à 2 milliards de dollars, conçu pour résister aux tremblements de terre et aux tempêtes, s'effondra en métal tordu. Le feu brûlerait pendant 6 jours, visible depuis les satellites, depuis la frontière estonienne. Un pilier de fumée marquant la frappe la plus profonde de l'Ukraine à ce jour. Au revoir pour le moment.